It's not my fault I can't sleep at night. It's not my fault that I can't fall in love slow. It's not my fault I get sad inside. I blame myself for all the things that I can't hide. It's not my fault that I lose my mind about who I am. Why don't I feel fine? It's not my fault for the way I feel. I'm guilty for my upsets, wish I wouldn't forget. It's not my fault that I lose my mind about who I am. Why don't I feel fine? It's not my fault for the way I feel. I'm guilty for my upsets, wish I wouldn't forget. It's not my fault I can't always be the way I want, who everybody else sees. Cause on my own I barely breathe, but I hope soon that I will really just believe. It's not my fault that I lose my mind about who I am. Why don't I feel fine? It's not my fault for the way I feel. I'm guilty for my upsets, wish I wouldn't forget. It's not my fault that I lose my mind about who I am. Why don't I feel fine? It's not my fault for the way I feel. I'm guilty for my upsets, wish I wouldn't forget. I guess it's just I blame myself for all the things I know I can't control deep in my mind. Cause I overthink, stuck in my head, but I just keep on telling myself it's not my fault that I lose my mind about who I am. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Débris Sport, pardon, je fais encore la confusion. Avec nous pour cette première partie d'émission, Corentin, Bastien et Alan, qui fait son grand retour parmi nous. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, bonsoir. Salut, bonsoir. Ce week-end a été marqué par beaucoup de grands événements sportifs, que ce soit en football, en rugby ou encore avec la reprise de l'Open d'Australie, n'est-ce pas Joris? Oui, c'est vrai que l'Open d'Australie a débuté hier ou avant-hier. C'était cette nuit. Cette nuit, pardon, et on a eu de nombreux rebondissements sur ce tennis. On a aussi eu du coup la Ligue 1 avec encore une fois de gros matchs, de gros scores comme par exemple Monaco, et puis on va aussi parler un petit peu des sports d'hiver et puis de la Formule 1. Mais avant tout, on va revenir quand même sur l'affiche footballistique de ce week-end avec le derby mancunien entre Manchester United et Manchester City. Alan, tu vas commencer en faisant un petit résumé du match pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le suivre. Un match que tous les amateurs de foot on s'attendait, je pense que Guardiola il s'attendait pas à ce que Manchester gagne cette première mi-temps et garde autant la balle. Je pense que Corentin est d'accord avec moi pour dire que c'est mérité sur cette petite victoire de United. Sur l'ensemble, ouais. Ouais, maintenant il y a un fait de match qui est fort, les gars, c'est le hors-jeu. Hein. Pour moi, il y a hors-jeu. Je crois que je suis pas le seul et Twitter le pense aussi. Cependant, il y a un joueur qui fait tout dans cette équipe, c'est Marcus Rashford. Évidemment. Et je pense que c'est la différence, elle est là en fait. C'est Haaland qui est un peu moins bien qu'au début quand il mettait 3 buts par match à chaque fois. Et maintenant c'est Rashford qui met son but à chaque match. Je crois que ça fait 8 matchs qu'il met 8 buts. Un match par... Enfin bref, vous m'avez compris. et une superbe entrée de Grealish qui fait... je trouve que Guardiola, il fait rentrer Mahrez marque, il fait rentrer Grealish marque. Donc pour moi, c'est pas City qui perd le match. C'est Guardiola qui fait des bons choix, mais ça suffit pas. Et le fait de match avec le hors-jeu, ça joue tout. Après, là où je te rejoins pas, c'est City perd quand même son match parce qu'ils ont une grosse domination du ballon. Ils n'ont jamais su vraiment concrétiser par le but de Grealish. T'as un seul tir cadré avec 70% de possession, c'est quand même assez significatif. Donc oui, Manchester gagne son match, mais City perd de gros points pour le titre surtout. Ouais, c'est clair, mais... Et après, City quand même, c'est une belle efficacité avec du coup, comme tu l'as dit, un seul tir cadré, un but. Mais ils ont su inverser la tendance, parce que Manchester avait vraiment la balle, et il fait rentrer Grealish marque, et là on s'attend vraiment à ce que Guardiola fasse rentrer de la défense et gagne ce match facilement. Puis Garnacho, l'entrée de Garnacho, les gars, incroyable. Ce joueur passeur sur le deuxième but. Sur le but de Rashford, excellent. Et Rashford. Pour moi, Rashford et Garnacho, c'est les deux qui mènent cette équipe vers Garnacho, c'est la génération 2004. Hein. Franchement, elle arrive et c'est.
C'est vraiment un grand espoir du football argentin. Et nous, on est là, on fait cette émission. Et Rashford qui confirme en fait juste son bon mondial. C'est-à-dire que depuis le mondial, on le Et voit. même s'il n'était pas titulaire avec l'Angleterre toujours, il a quand même fait. À chaque fois qu'il était il là. a marqué combien, 4 buts, quelque chose Il comme me ça. semble, ouais, c'est ça. Ouais. 3 ou 4. Ouais, mais 3. c'était une sacrée Coupe du Monde de Rashford. Là, il confirme encore avec Manchester. Donc ça promet pour la fin de saison. Je pense que c'est le prime de Rashford. Il revient au-dessus de ce qu'il était il y a 3-4 ans. Bah là, il est leader de Manchester. Ça y est, c'est lui. Après le départ de Ronaldo, c'est lui le leader. Il a jamais été à ce niveau, je pense. Ouais, clairement. Mais je pense que le fait qu'il ait plus Ronaldo à ses côtés, ça le libère parce qu'il a plus d'espace, il joue dans l'axe, il a beaucoup plus d'espace. On va revenir sur le classement de la Première Ligue, si on peut l'afficher peut-être en grand écran sur le live. Voilà, on voit Arsenal qui est quand même largement en tête avec Chelsea et Liverpool. avec 8 points d'avance. Ouais. Et du coup, Manchester United qui remonte et qui est à 1 point seulement de son rival Manchester City. On voit que c'est très serré dans ce haut de tableau. Du coup, premier débat de la soirée. Quel est l'objectif pour vous qu'est-ce que peut viser Manchester United pour cette fin de saison, pardon. Bastien, je te laisse commencer. On le voit très bien dans le classement. Ils ont déjà 5 points d'avance pour la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont viser la Ligue des Champions. Ça fait... Pas le titre. Non, je pense pas ils peuvent pas jouer le titre. Arsenal est largement... Enfin, je sais pas, après, c'est un peu faussé par la première partie de la Première Ligue, mais je pense qu'ils peuvent pas... Ils ont trop de points de retard par rapport à Arsenal. Je suis d'accord avec Bastien. Et le titre, il est à Arsenal. C'est presque acté déjà. Même Guardiola et ses déclarations le prouvent. Et pour moi, ça va jouer l'Europa League. Si ça passe le Barça, ça ira au bout. Et ils ont que ça à jouer. La Première Ligue, c'est beau, c'est bien, mais à part assurer et prouver que ça redevient un grand club anglais, Arsenal, ils lâcheront pas. Ouais, Manchester United qui affrontera en 16e de finale, comme tu l'as dit, le FC Barcelone en Ligue Europa. Et je pense que ça peut passer. Même si le Barça a été très bon hier, on reviendra après, je pense. Ça va être un gros match, mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut quand même jouer le titre malgré tout, parce qu'il reste quand même 20 journées de championnat, c'est énorme. On n'est pas encore arrivé à la moitié. Et surtout, Arsenal n'a pas une profondeur de banc énorme. Totalement, mais Arsenal ne se rate jamais contre les gros depuis le début. Genre, c'est pas Arsenal qui va laisser des points par-ci par-là, quoi. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Donc c'est pour ça. À moins que Arsenal s'écroule, je vois pas non plus comment United pourrait gagner le titre, mais je pense qu'ils peuvent viser le titre en tout cas. Ou la deuxième place. Le très gros point positif pour Manchester United, c'est que comme on l'a vu, Liverpool et Chelsea, ils sont vraiment pas bien dans le classement. Du coup, je pense qu'ils peuvent très bien assurer leur place en Ligue des Champions. Ouais, par contre, au niveau de l'Europa League, je pense que comme les clubs anglais préfèrent la Première Ligue aux Coupes d'Europe, je pense que United va plus se concentrer sur la Première Ligue et va délaisser un petit peu l'Europa League, donc se fait éliminer. Moi, si je suis à la place des joueurs de Manchester United, je me dis que pour la Ligue des Champions, c'est déjà, pour la qualification pour la Ligue des Champions, c'est déjà presque acté. Enfin là, ils ont, je sais pas, ils ont eu 5, 6. Si on peut revoir le classement, ils ont pas mal de points d'avance. Je sais pas si on peut revoir le classement surtout de la Première Ligue. Je crois qu'il y a Newcastle devant et Newcastle peuvent s'écrouler aussi. Ouais, bien sûr. Et on voit quand même qu'il y a un énorme fossé entre du coup la 4e et la 5e place. Enfin, il y a quand même 5 points avec Tottenham qui pourrait peut-être remonter, mais en tout cas, c'est compliqué pour Tottenham. Ils sont inclinés ce week-end contre Arsenal justement. Et on va faire un petit résumé là-dessus, Bastien. Ouais, Arsenal, ils maîtrisent bien le derby et ils s'envolent à la tête du classement comme on le voit avec 8 points d'avance. Et en plus de ça, avec Manchester City qui perd, donc ils ont encore plus d'avance. Ils ont été très brillants en première période avec le malheureux but de Hugo Lloris contre son camp à la 14e minute. Sa retraite. C'est triste. Un but de gag, mais bon, ça résume bien sa carrière en club, quoi. Non, mais c'est quand même son premier contre son camp de carrière. On peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. Oui, mais il a toujours fait beaucoup de boulettes avec Tottenham et là, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il enchaîne. Clairement, il enchaîne les boulettes pendant les matchs. Donc, du respect sur ce grand bonhomme quand même. En sélection, oui. En club, à part à l'Olympique Lyonnais, je trouve qu'à Tottenham, il a jamais été non plus. Mais ça a toujours été un cadre de Tottenham. Il a gardé sa place. Je pense. Oui, 10 ans je pense qu'il que est là. dans le vestiaire, tout le monde le respecte à l'image de la scène avec Son. Juste. Demandez aux supporters de Tottenham, ils vous diront que Lloris ne les rassure pas. C'est clair et net.
Il voulait même qu'il s'en aille, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, donc ça veut tout dire. Pour moi, déjà c'est la saison dernière, le nombre d'arrêts qu'il fait, non, tu peux pas dire ça. Après, pour revenir sur le but qu'il encaisse, c'est quand même un but gag, c'est Mais un tir oui, contré. oui, Il l'a même et en fait, il peut pas faire grand chose. On va reprendre avec la suite du match. Pardon. Du coup, 14e minute, Loris il met un but contre son camp un peu malchanceux, on va dire. Et d'une belle frappe d'Odegaard à la 36e minute, les Gunners ils doublent la mise. Il y a eu une timide réaction des Spurs, malheureusement. Ils sont quand même pas en très très grande forme malgré leur 5e place. Et Arsenal, du coup, ils confortent leur place de leader. Donc Tottenham, ils se retrouvent à la 5e place. Et je sais même pas s'ils vont pouvoir quand même aller chercher la place de Ligue Europa, parce que derrière, il y a peut-être Chelsea et Liverpool qui vont revenir sur le classement. Ouais, mais qui ont quand même pas mal de points de retard. Moi, en fait, ce qui m'étonne avec cette équipe d'Arsenal, c'est déjà sa régularité et son efficacité. Là, il marque 2 buts en première mi-temps contre quand même une belle équipe de Tottenham. Franchement, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui font qu'Arsenal est si bon. La première, c'est ce joueur qu'on voit à l'image qui est en train de briller, avec ce capitana. Ouais. Cette confiance que lui accorde son coach, il est intouchable. Sa patte gauche, sa patte droite, il est trop fort, il est magnifique. Et la deuxième chose, c'est que Arsenal est une équipe qui affiche à chaque fois le même 11. Et quand t'as autant d'automatisme, t'es injouable. Et quand sur le banc, là, leur attaquant Gabriel Jesus n'est pas là, et du coup c'est Nketiah qui joue, et Nketiah fait le travail. Donc Saka aussi. Ouais, Saka est titulaire indiscutable. Nketiah qui fait une très très. Enfin, à chaque fois qu'il joue, il marque. Sur ses 5 derniers matchs, il marque 5 buts. Donc franchement, même s'il n'a pas marqué hier, il a quand même beaucoup contribué à l'offensive. Et les 2 acolytes de Guardiola, Ten Hag et Arteta qui le battent. C'est plutôt drôle. Non, mais Arteta qui a les clés, clairement, qui a les clés de ce jeu depuis l'année dernière. Voilà, c'est excellent. Depuis le départ de Aubameyang, Lacazette, tout ça, c'est excellent. Il a surmonté Arsenal à un niveau qu'ils ont déjà connu il y a quelques années avec Arsène Wenger. Mais... Du respect sur Monsieur Saliba. Ouais, qui revient très fort là. Ouais, Arsenal qui n'était pas qualifié du coup dans toutes les coupes d'Europe, donc ils n'ont plus que le championnat à jouer. Excellent. Et ça va faire un match par semaine. Enfin, c'est largement gérable. C'est aussi pour ça, qu'ils peuvent gagner le titre. Ouais. C'est-à-dire que là, ils ont qu'un match à jouer, donc. Ça fait plusieurs décennies qu'ils n'ont pas gagné. Ça fait 18 ans. 18 ans en 200004, ils ont gagné. Wow. C'était Wenger, c'était Arsène Wenger. Ouais, c'était la fameuse année où ils sont invaincus. Ça a été le record en première ligue. 38 matchs. Avec Thierry. Ouais, c'est ça. Et 8 points d'avance, on verra si ça tient, parce qu'il y a quand même Manchester City qui devrait revenir. Après, peut-être que Manchester City va plutôt se concentrer au contraire sur la Ligue des Champions. C'est ce qu'a dit Guardiola en tout cas hier. C'est un peu honteux quand même. C'est la déclaration, je sais pas ce que vous en pensez, mais dire que la Première Ligue et la Carabao Cup on s'en fout et qu'on préfère autre chose. Alors, en tant que Français, ça me choque pas, mais en tant qu'Anglais, si je suis supporter de Manchester City, bien sûr. Waouh. Sachant que t'as beau gagner de nombreuses fois la Première Ligue, ça reste la Première Ligue, ça vaut pour eux plus qu'une Coupe d'Europe, comme je l'avais dit. Donc, en plus de ça, il a quand même l'effectif pour jouer la Première Ligue et la Ligue des Champions. Tu prends Erling Haaland, soi-disant le meilleur joueur du monde, le meilleur attaquant, et tu veux même pas gagner le championnat anglais. C'est laborieux, ouais. Mais c'est vraiment à cause de leur irrégularité cette saison Manchester City, contrairement aux autres années où ils sont c'est surprenant. J'ai l'impression qu'ils sont un peu à l'image de Erling Haaland, c'est-à-dire que Erling Haaland il est en forme, il marque des buts, ils vont gagner, et si Erling Haaland il marque pas, la machine elle est pas en route. Par contre, De Bruyne, peu importe le scénario, ce joueur est fantastique. Pourtant je suis pas un grand fan de joueurs belges, mais ses passes elles sont étincelantes. Et si devant il aurait des finisseurs autres que Haaland autour, parce que en fait c'est que quand Mahrez il est sur le banc et il rentre qu'il marque, et Grealish c'est pareil, c'est le même scénario, donc ouais. Justement pour revenir sur le week-end prochain, du coup on va se projeter un peu. Il y aura Arsenal Manchester United, donc aussi un gros match à suivre. Et Chelsea, et Chelsea Liverpool, les 2 équipes qui ont besoin de remonter au classement. On va passer tout de suite au point sur le handball avec Corentin. On va faire un petit point sur la compétition, où on en est, où est-ce que la France en est, qui sont les favoris. Déjà on va commencer par la France. Donc la France joue actuellement, il faut le savoir, face à la Slovénie pour son 3e et dernier match de groupe. Il y a la mi-temps 16-14 pour les Bleus. Là, il y a 25-22 pour la France. Ok, ça a bien bougé alors. On est vers la fin de match. Donc
Mais je vais parler du match France-Arabie Saoudite qui s'est déroulé samedi à 18h. Donc la France a gagné 41-23. Sans surprise. Sans surprise, parce Un que match à voilà, sens unique, ouais. l'Arabie Saoudite n'a pas de joueur professionnel dans son équipe, donc c'était pas une surprise. Les Bleus qui ont fait le plein de confiance en battant l'Arabie, même s'il y aura encore des choses à redire pour la suite, et ça va être difficile face à des grosses écuries, enfin des grosses équipes comme des grosses équipes comme le Danemark ou l'Espagne. Mais c'est rassurant pour la suite. Les Bleus ont fait le job, ils sont qualifiés pour le tour principal. Alors là, est-ce que tu peux nous faire un petit point parce que Ouais. c'est compliqué. Comment fonctionne la compétition? C'est très différent des mondiaux habituels classiques On va qu'on peut-être a. afficher peut-être le tableau. Ouais, on peut afficher Chez la le région, tableau On peut afficher le tableau dans le note. pour que ce soit plus compréhensible. Ah, bah là, on a Alors ça, déjà c'est les on a groupes. l'espoir. Alors je peux faire un point sur les groupes en Ouais. passant. Donc voilà, la France qui est deuxième avant ce match face à la Slovénie et donc du coup pour Qui l'instant devrait repasser devant du coup. qui devrait repasser devant, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Donc là, nous sommes dans les tours préliminaires. Les tours préliminaires, les 3 premiers de chaque groupe, donc les 3 premiers sur 4, passent au tour principal. Donc c'est assez différent de la Coupe du Monde qu'on a l'habitude de voir en football. Et ils s'affrontent dans un tour principal formé de 4 groupes, comme on peut le voir aux extrémités du tableau. 4 groupes composés de 6 équipes, de 6 nations, dont les 3 premiers passent en quart de finale. La France... France... parce que là on voit avec les traits blancs qu'il n'y a que 2 places du coup de chaque. alors là, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, les 3 premiers passent. Là, je t'avoue que. Du coup, non, ça si, fait- si. Parce que un trait blanc, C'est compliqué. Hein. un trait blanc est égal à un match. Du coup, les quarts de finale. Non, c'est bon. Ah, c'est- oui, oui. c'est- D'accord. Donc ça Ok. fait. Donc après c'est directement les quarts de finale. C'est du coup. directement les quarts de finale. Alors, il faut savoir que les Bleus qui sont dans le groupe B affronteront les 3 meilleures équipes du coup du groupe A. Le groupe A qui est composé de l'Espagne, un des gros favoris de ce mondial. Donc ça va être compliqué pour les Bleus, mais il suffit d'une 3e place pour se qualifier en quart de finale. Et après, Est-ce que par exemple si la France termine première de sa poule, affrontera le 2e ou 3e du groupe de l'Espagne du coup et pas l'Espagne directement en quart de oui, finale? il me semble que c'est le 3e. Alors non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, on repasse sur un tour qui s'appelle le tour principal, et le tour principal, on affronte tout le monde du groupe. Ok. Il n'y a pas de choix. Ça fait beaucoup de matchs un peu quand même. Ça fait énormément de matchs, ouais. Ça, je J'ai confirme. l'impression que c'est un peu piège quand même cette compétition. C'est piège parce que déjà tu peux te faire éliminer dès le tour préliminaire et ne même pas participer finalement à ce mondial au complet. Et puis oui, après tu as encore le tour principal qui est plus dur parce que tu as forcément deux grosses équipes qui s'affrontent. Et puis après il faut sortir de ce groupe. Bon, normalement ça devrait le faire pour les Bleus parce qu'ils ont quand même une sacrée équipe, mais attention tout de même, il faudra une 3e place au minimum. Après tu passes en quart de finale et là ça va commencer à se compliquer avec les plus grosses nations. Et donc voilà pour le handball. Et sachez aussi que il y a une petite subtilité en plus que du football par exemple qu'on a l'habitude de voir. Les 4e de chaque groupe des tours préliminaires, donc ils sont éliminés, s'affrontent dans un mini tournoi qui s'appelle la Coupe du Président. C'est vrai. Et en fait, Ok. clairement, c'est la coupe des perdants. Oui, c'est le groupe. Voilà, c'est la coupe des C'est perdants. un coup que personne n'a envie de jouer, mais il faut Faut il le faut faire la pour faire. avoir un Faut la jouer. palmarès. Parce qu'à la fin, tu as un classement avec le 38e, le 40e. C'est juste pour déterminer où est qui dans le classement. Ok, bon, j'espère que vous avez tout bien compris. Alors, on va passer maintenant au tennis avec l'Open d'Australie du coup, qui a débuté cette nuit. On va surtout revenir sur le match de Rafael Nadal qui a gagné. Voilà, j'ai raté mon pronostic de la dernière émission. Qui a gagné pour son entrée en lice contre l'anglais Jake Draper. Donc c'était un match compliqué quand même pour le Mallorquin qui a gagné en 4-7. Là, il prend un 7. Hein. Pardon ? Il prend un 7, c'est Ouais, quand même qui à prend un souligner. 7 et ça lui arrive pas souvent en premier tour de tournoi du Grand Chelem. Surtout, ouais. Donc ça montre quand même qu'il n'est pas très en forme et il a fini son match contre un Jake Draper avec des crampes. Donc ça l'a beaucoup aidé pour gagner ce match. Ensuite, grosse nouvelle aussi aujourd'hui avec Nick Kyrgios, si on peut l'afficher, voilà. Terrible. Très déçu. Bon, c'est pas... Ah, terrible quand même. Ouais, c'est pas terrible. Nick Kyrgios va rater le tournoi du Grand Chelem de son pays. Voilà, il est blessé à la cheville et donc il pouvait peut-être rivaliser pour le titre final malgré le fait qu'il n'ait pas joué pendant plusieurs mois. Donc voilà, grosse absence dans le tableau masculin. Maintenant, on va faire un petit point sur les Français. Les Français d'abord qui se sont qualifiés pour le 2e tour. Alors on voit la Française Clara Burel à gauche, Corentin Moutet et Constant Lestienne qui sont tous les 3 qualifiés. Et au contraire, 6 Français se sont éliminés. Aussi chez les favoris du coup du tableau messieurs, Stéphane Tsitsipas s'est imposé contre le Français Quentin Alice. Félix Auger-Aliassime a eu un peu de mal contre son compatriote
compatriote Vasek Pospisil, et Yannick Sinner a déroulé pour se qualifier pour le deuxième tour. Chez les femmes, Iga Swiatek faisait son grand retour en Australie. Elle s'est inclinée en demi-finale l'an passé et là a eu un peu de mal contre une fille qu'elle avait déjà joué à l'US Open l'année dernière, et elle se qualifie quand même en 2-7 pour le deuxième tour. Ensuite on voit au milieu Jessica Pegula, la 3e mondiale, qui a déroulé 6-0, 6-1. Voilà, belle entrée en matière pour celle qui peut également prétendre au titre final. Et Maria Sakkari, la grecque, qui est 6e mondiale et qui s'est également qualifiée. Demain, il y aura une nouvelle journée. Du coup, ça se déroule la nuit parce que vu que c'est en Australie, ça commence à 1h du matin et ça se termine autour de 15h. Voilà, gros décalage horaire, c'est un peu difficile de suivre. Il y aura l'entrée en lice de Novak Djokovic, grand favori pour le tournoi, et Caroline Garcia. Donc voilà, est-ce que vous avez peut-être des... Pardon. Il y aura le duel 100% français, Hugo Humbert contre Richard Gasquet, si je me trompe pas. Donc, c'est sûr. C'est intéressant. On aura au moins un troisième homme français au deuxième tour. Un peu déçu des Français. On l'avait un peu annoncé, mais un peu déçu des Français pour ce premier tour. C'est sûr, il y a quand même Léolia Jean-Jean et Diane Paris qui sont toutes les deux inclinées au premier tour, alors qu'elles auraient pu... c'est quand même deux joueuses qui ne jouaient pas des adversaires avec un niveau très élevé. C'était des joueuses qui étaient au-dessus du top 100, donc mais outsider quand même, elles auraient pu aller chercher quelque chose. Elles auraient pu remporter ce match. J'ai un peu peur de Caroline Garcia demain. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que tu vas lui porter la poisse. Elle a eu un peu un coup de folie, on va dire, avec l'US Open, pas l'US, le Masters. Oui, le Masters, pardon. Et je sais pas, je l'attends pas au top de sa forme. Depuis l'an passé, quand même, elle est sur un sacré niveau. Elle est revenue à un niveau... Depuis mais très irrégulière quand même. Parce qu'elle avait fait un début d'année un peu compliqué. Mais du coup là au moins elle a pas beaucoup de points à défendre, elle pourrait viser vraiment le top du classement. Là elle est 4e mondiale. Mais en tout cas c'est fort. Favori c'est Swiatek et je pense que c'est pratiquement sûr qu'elle gagnera le tournoi. Et chez les hommes on sait aussi que c'est Novak Djokovic. On verra du coup son niveau de jeu demain, et il est quand même sur une victoire au tournoi d'Adélaïde il y a 2 semaines, donc voilà, à suivre. Maintenant on va passer du coup tout de suite à la prochaine rubrique. On reviendra un peu sur les réseaux sociaux, sur du coup l'Open d'Australie. On va faire un petit point du coup sur la Formule 1 qui fait son grand retour en 2023 avec un calendrier bien chargé de 24 grands prix cette année. Les écuries, comme on peut le voir à l'écran, ont dévoilé leur date pour la révélation des voitures, et on a donc Red Bull, les champions en titre, qui ouvrent la marche le 3 février avec Ferrari qui suivra dans les grosses écuries le 14 février, Mercedes qui ouvrira aussi le lendemain, et l'écurie française Alpine le 16 février. On a encore 2 écuries qui n'ont pas leaké de date, en gros, qui sont Alfa Romeo et As. Niveau mercato, si on peut appeler ça un mercato, Williams Racing a annoncé James Vols en tant que nouveau team principal pour remplacer Jost Capito. Je sais pas si on peut le voir à l'écran. Ouais. Donc qui devient le nouveau team principal donc pour Williams Racing. Une grosse surprise pour Mercedes. C'est-à-dire team principal, qu'est-ce que ça veut team principal, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros celui qui va gérer tous les stratèges, tout ce qui est aussi l'organisation en fait dans les écuries, dans l'écurie du coup principalement, et qui va s'occuper de tous ces... en gros c'est le PDG de l'écurie. C'est le PDG qui gère un peu aussi des pilotes, et puis voilà. Et donc une grosse surprise pour Mercedes, sachant que du coup James Vols était le suppléant de Toto Wolff, donc vraiment son assistant, donc son bras droit. Et il est aussi reconnu pour sa stratégie du coup qui a permis par exemple à Lewis Hamilton ou même à Bottas de remporter plusieurs courses. Et puis surtout les championnats constructeurs. Exactement. Les 8 titres, ils peuvent lui devoir. En partie, c'est clairement grâce à lui. Et il rejoindra donc l'écurie Williams le 20 février prochain. Et rendez-vous le dimanche donc 5 mars pour l'ouverture de la saison à Bahreïn. On a hâte. Clairement. C'est vrai. Ouais, à suivre. On va revenir aussi sur un point auto parce que le Dakar s'est terminé ce week-end. Gros événement en sport mécanique, et oui, le Dakar qui s'est achevé ce week-end avec la victoire de celui que vous voyez à l'écran, le Qatari Nasser Al-Attiyah, qui remporte son 5e Dakar de sa carrière. Malheureusement pour Sébastien Loeb, les 7 victoires n'auront pas suffi. À souligner quand même 7 victoires sur 14 pour Sébastien Loeb, c'est quand même une sacrée suprématie, mais les 3 crevaisons. C'est quand même une victoire pour la France avec le copilote du coup de Al-Attiyah. Oui, d'un côté, oui, il est français. Bon, après, on retiendra pas vraiment son nom, mais c'est ça qui est triste. Mais c'est sûr que par rapport à Sébastien Loeb, s'il n'avait pas eu ces 3 crevaisons dans les premières étapes, je pense que le titre
En tout cas, il aurait pu rivaliser avec Nasser Al-Attiyah, mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc Sébastien Loeb termine deuxième à 1h20 de Nasser Al-Attiyah, donc c'est pour vous dire la domination du Qatari. Et à la troisième marche du podium, c'est Lucas Moraes, le Brésilien, qui se classe troisième. Et à noter qu'en moto, c'est l'Argentin Kevin Benavides qui remporte le Dakar, son deuxième consécutif, après un final dantesque. Ils se sont tenus à 43 secondes, c'est-à-dire que le deuxième est à 43 secondes du classement général. Sur un Dakar aussi long, franchement, c'est à souligner. Et les trois premiers se tenaient vraiment à quelques secondes. Et donc, c'est le Kevin Benavides qui remporte ce Dakar. Et le premier français, c'est Adrien Van Beveren, il est 5e. Et pour revenir sur l'auto, je crois que Sébastien Loeb a annoncé qu'il ferait son grand retour l'année prochaine, qu'il reviendrait sur le Dakar. Sur la Dakar, oui. Mais peut-être pas dans la même écurie. À voir. Bon, on verra bien, on vous tient évidemment au courant. Alors, on va passer maintenant, on repasse sur du football. Je crois que Alan, t'es content avec ça. On va faire un petit résumé du match Real-Barça, déjà, Bastien. Oui, hier, on a eu le droit, grâce à la Super Coupe d'Espagne, à un beau classico, ou même un peu décevant. Donc, entre le Real Madrid et Barcelone, supérieur à un Real Madrid dépassé et porté par un irrésistible Gavi, le FC Barcelone, il s'est facilement imposé ce dimanche à Riyad face au Real Madrid 3-1. Grâce à des buts de Gavi à la 33e minute, suivi de Robert Lewandowski qui a doublé la mise à la 45e minute, servi notamment sur un plateau par Gavi. Et enfin, Pedri a inscrit le 3e but à la 69e minute, offrant ainsi à Xavi, son premier titre en tant qu'entraîneur. Xavi. Ouais, Xavi. Oui, Xavi Hernandez. Son premier titre en tant qu'entraîneur. Ouais. Et je pense qu'il a gagné ce match avec le milieu de terrain parce que, je le défends à chaque émission, mais c'est bon, j'arrête. Kamavinga. C'était le moins bon hier soir du Real. Ouais, c'était le moins bon du Real, tu trouves? Hier soir, là, il perd de balle sur perte de balle. Franchement, moi je le défends tout le temps. Sur les 3 minutes, tu trouves que Kamavinga c'était le moins bon? Valverde c'était moyen aussi. Bien sûr, c'était le moins bon hier soir. Non, avant sur le premier. Sur la première mi-temps, je suis désolé, mais Après, Kamavinga. Parce que pour toi, qui est moins bon hier soir? Kamavinga catastrophique. Pour moi, Kroos, invisible sur le match. Kamavinga, c'est que des pertes de balles. Après, Federico Valverde aussi, tu revenais sur... Kamavinga, quand tu regardes le match, c'est le seul qui a envie de jouer sur le terrain. Tu revenais sur Valverde, il jouait quand même au poste d'ailier droit, donc c'est pas forcément... même si on sait qu'il peut jouer partout. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que quand vous regardez les schémas là, vous voyez qu'il y a Benzema, Vinicius, et en fait, Valverde ailier, c'est Valverde milieu de terrain. Donc ça enlève un attaquant. Et au milieu, ils ont réussi à se faire bouffer avec 4 milieux face à des petits jeunes, Pedri, j'allais dire Xavi, mais non, Gavi qui les ont mangés et qui ont fait un très très gros match. Et c'est peut-être un match référence pour les deux, parce que depuis plusieurs semaines, on dit est-ce qu'au final on peut vraiment les comparer à Xavi et Iniesta? Non. Bon, non, toujours pas. Non, je dis pas. Jamais, bah oui. Après, Xavi qui a quand même déclaré hier que à leur âge, Xavi et du coup Iniesta, ils n'avaient pas le même niveau. Mais quand t'es coach, t'as pas la même vision parce que tu veux absolument que tes deux petits chouchous ils explosent. Mais quand tu prends du recul et que tu vois ce qu'ils ont fait dans leur carrière, et même c'était Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, même Rakitic quelques temps après, c'est pas encore égalable. On verra sur le long terme, mais pour moi non. C'est pas comparable, mais on verra. Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent faire gagner le à chaque fois qu'on va trop vite, ça se passe mal. Donc Puis pour revenir sur le match, j'ai vu un Real mais catastrophique. Et j'ai même envie de croire qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Voilà, qu'ils n'avaient pas envie de jouer, qu'ils avaient envie de laisser cette coupe, même face à Valence. Laisser cette coupe, c'est peut-être un peu abusif, mais peut-être qu'ils ne se sont pas donné les moyens de gagner. C'est possible. Et c'est quoi cette relance de Eder Militao là? Ouais, aussi. On parle d'un défenseur excellent qui a une très bonne relance et qui nous fait 8 dégagements sur Vinicius en touche. J'ai envie de te dire, à part Courtois, qui était bon au côté madrilène. C'est vrai que Courtois il en sauve pas mal aussi. Il a évité le naufrage. Mais clairement. Benzema a sauvé l'honneur aussi. C'est pour le papier quoi. À l'image de son but, quand il marque, il baisse la tête plus bas on voit bien que le match est honteux. Ça lui importe peu quoi. Mais le Real de toute façon depuis la reprise de l'après Coupe du Monde, ils ont pas une victoire. Ils ont que la victoire face à Valence et une victoire en Liga je crois, mais sinon c'est que des défaites. Et vous en pensez quoi de Ferland Mendy? Très bon. Très bon, on est d'accord. Très bon, et donc pourquoi tu le laisses partir à Newcastle? Très probablement, c'est pas encore fait. Après c'est des rumeurs pour l'instant. Oui, mais c'est très probablement. C'est probable,
Et Je Moi, pense ce serait une que- bêtise. Hein. Je pense que le mental du Real Madrid est aussi un peu touché parce que du coup il y a eu l'affaire Benzema, il y a eu Vinicius aussi du coup qui a perdu avec le Brésil, il y a Camavinga qui a perdu peut-être aussi Oui, un et- peu de confiance avec la finale de la Coupe du Monde. Après, je pense pas que c'est au niveau moral que ça pioche, c'est surtout au niveau physique parce que, comme tu l'as dit, il y a eu une Coupe du Monde. C'est la- Faut pas l'oublier. Il y a eu une Coupe du Monde, c'est Ah, mais- épuisant physiquement. On va mettre t'as- Chouameni qui s'est blessé. Hein, On- d'ailleurs. Ouais, bah oui. On, Donc, déjà- on regarde d'ailleurs, le dans le- 11, il n'y a pas beaucoup de Juste joueurs. pour revenir justement sur le 11 du Real Madrid, 10 des 11 joueurs ont joué à la Coupe du Monde, mis à part Ferland Mendy du coup qui était écarté. Du Et coup, la des- plupart sont allés très loin. Donc il faut aussi le souligner. C'est Pardon, physiquement, Benzema du coup a pas disputé. Oui, il bah était dans le oui, groupe, oui, mais il a il pas était dans le disputé. groupe. À l'image du Real Madrid, on dit que le Real Madrid ils font une mauvaise entrée après la Coupe du Monde, mais il y a City, il y a Paris qui perd encore contre Rennes. C'est vrai, c'est vrai. Lens. C'est vrai, c'est vrai. L'effet Coupe du Monde, il a Ah, quand bien même sûr. un réel. Et Manchester United qui en profite. Non, mais c'est vrai que tu reprends trop tôt en fait. Là, ils ont pris trop tôt le championnat. Une semaine après, t'avais tout le monde qui Pour le reprenait. coup, pour le Barça, c'est pareil. Le Barça, c'est le 11 de l'Espagne. L'Espagne, ils ont joué, donc il n'y a pas d'excuse. Oui, mais Ça ils fait ont éliminer joué, en huitième quoi. Ouais, Donc, Ouais. ils sont pas joués comme Dans beaucoup tous les d'autres. cas, le Barça mérite sa victoire et, Ah bien sûr. et- Oui, ouais, oui. et c'est triste. On conclut cette première partie avec un petit jeu. Du coup, on va vous expliquer un peu du coup le principe. Il s'est passé d'autres événements qui sont un peu moins médiatisés. Je devais pas parler de Joao Félix. Pardon, Joao Félix. On revient rapidement sur Joao Félix. Ouais, Pardon, quand même, Alan. parce que- Donc moi ce petit joueur là je voulais en parler parce que bon tout le monde l'a descendu parce qu'il prend son carton rouge parce que les gens ne regardent pas le match, ils regardent que les statistiques, mais bon c'est un joueur qui explose à Benfica qui si je me trompe pas met 21 buts en 40 matchs, donc ça fait plus d'un but par match en moyenne, enfin un but tous les 2 matchs, et bon par contre c'est comme Darwin Nunez, ça ne mérite pas 120 millions d'euros. Puisque pour rappel, du coup, on Bien l'a sûr. pas dit, mais il s'est engagé avec Chelsea. Si on peut voir sa photo avec le maillot de Chelsea où il se présente, voilà. Voilà, donc pour moi c'est un très bon transfert et je vais y venir. Mais c'est un joueur qui explose à Benfica, qui est transféré beaucoup trop cher comme Darwin Nunez, comme je l'ai dit, à l'Atlético Madrid. Et puis moi, là où le petit faible de sa carrière, c'est qu'il rejoint un club avec un entraîneur que je respecte et une mentalité que je respecte, c'est-à-dire la hargne, mais qui ne coïncide pas du tout avec son style de jeu. Comme on l'a dit avec Coco en coulisses, pour moi c'est plus un joueur du Barça ou Ouais. même du Real, mais vraiment pas de l'Atlético Madrid. Par contre, là où on n'est pas d'accord, c'est que pour moi, en première ligue, il va pouvoir s'amuser parce que là, il rejoint un club, il est en prêt, il n'a pas de pression, il rejoint un club qui joue malheureusement plus grand chose avec des attaquants qui n'ont rien prouvé, donc il a tout à prouver, il sera titulaire indiscutable. Ça c'est sûr. Mm. Après, je suis pas un grand fan du style de jeu de ce joueur et c'est pour ça, enfin, par rapport à la première ligue, je vois mal comment ça peut coïncider en fait. Pour moi, il fallait qu'il reste en Espagne. C'est plus son style de jeu malgré tout. C'est vrai. Oui, je suis totalement d'accord, mais pour moi, Chelsea, si en première ligue, c'est le bon choix, tu vois. Et on verra si je me trompe. On verra, ouais. Je suis d'accord avec Corentin, moi j'ai un peu peur du flop à Chelsea. Ouais, j'ai peur aussi. Et puis c'est pas un leader, Dans c'est tous pas les cas, quelqu'un les qui gars, change un match à lui tout seul. donc, C'était 35 buts en 159 matchs à l'Atlético, donc Oui, c'est faible. c'est très faible. C'est faible Donc en pour soi, un t'as rien à attaquant. perdre de te relancer dans un club historique et qui joue plus grand chose. Après, faut pas oublier que c'est Simeone. Et puis s'il revient à Chelsea et que Chelsea fait que gagner et qu'il met 10 buts, 10 matchs et qu'il change tout comme Aubameyang l'a fait au Barça l'année dernière. Ah, là, je dis oui, monsieur. Voilà, Là, je dis merci. oui, mais je l'attends. Et puis on m'a demandé aussi de dire qu'est-ce que je pensais de Joao Félix en sélection. Alors pour moi, avec Léao, parce qu'on peut vraiment pas l'oublier, l'après Cristiano Ronaldo, il sera porté par ces deux joueurs. Là, par contre, je te rejoins pas du tout sur Félix. Pour moi, Léao, bien sûr, Léao. Mais Félix, c'est pas un leader, Mais c'est pas laissez-lui- quelqu'un qui change un match à lui tout seul. Laissez-lui du temps, mais tu vois, pour moi, sa Coupe du Monde, elle est propre, vraiment. La remise de Ronaldo et lui, sa grosse frappe, elle est à l'image de la Coupe du Monde de Joao Félix. C'est-à-dire, c'est fais-le jouer et il cassera Ouais. tout. Sauf qu'il n'est pas considéré comme le talent qu'il a parce que ses statistiques ne vont pas. Maintenant, il est à Chelsea, il est dans Oui. un nouveau club et on verra, tu vois. Juste pour revenir du coup sur son premier match avec Chelsea, malheureusement pour lui, il s'est pris un carton rouge. Catastrophique statistiquement parce que c'est le seul qui fait des appels en profondeur, c'est celui qui a le plus couru sur le temps qu'il a joué. Donc en fait, si tu regardes, tu dis ouais, il prend un carton rouge, ok, il a 3 sur 10 de notes, ok, c'est catastrophique, mais en fait non, si tu regardes le match, tu vois qu'il a mouillé le maillot, qu'il a envie de tout donner, qu'il a envie de se relancer et puis voilà. Sauf que ce carton rouge coûte peut-être le match nul à Chelsea qui finalement s'incline contre Fulham de 2-1. totalement. Et comme tu l'as dit, Alan, je pense qu'il a été un peu dans l'ombre de l'Atlético. L'Atlético, on l'a vu, ils ont fait n'importe quoi, on va dire. Enfin, depuis les dernières saisons, c'était pas du tout ça.
Et je pense que il est dans l'ombre de l'Atlético, et l'Atlético, ça lui a pas ruiné sa carrière parce qu'il a encore du potentiel. Pour moi, le problème, c'est que c'est pas un joueur comme Haaland, c'est-à-dire qui coûte très cher et qui va prouver. C'est un joueur qui aurait dû coûter beaucoup moins et qui aurait pu exploser, sauf que là, c'est 120 millions pour un joueur qui avait marqué seulement 20 buts dans la Ligue portugaise. Bon, c'est un peu abusé, quoi. Mais on va conclure juste sur Joao Félix parce qu'on est un peu pris par le temps. Désolé Alan. Pas de souci. On va passer tout de suite du coup au jeu. J'avais commencé à vous expliquer. Désolé, vraiment. Je voulais faire la transition sur le match du Chelsea ce week-end, mais problème. Voilà. Du coup, petite question. D'abord, on va commencer avec du short track. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est du short track? Non. Est-ce qu'on peut voir une photo? C'est un sport d'hiver, ça, non? C'est un sport Ouais, c'est ça. Ah c'est oui. Le patinage de vitesse. D'abord, est-ce que vous savez quand est-ce que cette discipline a été ajoutée au programme olympique? Alors, il y a plusieurs propositions. Ouais. En 98, en 2006, en 2018 ou en 1992? En 92. 2012. 2018. 92. C'était en 1992 au JO d'Albertville. Bravo, Alan. Bravo. On va passer sur une autre question, toujours en short track. À quelle vitesse peuvent atteindre, selon vous, donc, les patineurs en moyenne sur un tour? 80. Donc, vous avez... On va parler. Vas-y. Ah oui. On a 50 km/h, 70, 40 ou 80 km/h. 80. 80, du coup. Ouais, moi aussi. Et pour ton question, 50 km/h. C'est tout. Ouais. On voit la vie trop rapide. C'est tout, c'est quand même rapide. Oui, c'est très rapide. Normal. Sur un tour, hein. Oui, Donc, mais j'ai déjà vu, franchement, ils vont une vitesse. Je pensais vraiment que c'était beaucoup plus que 50. Quoi. Ouais. Autre question, on change de sport et on passe sur du hockey sur gazon parce qu'il y a les championnats du monde débutent très prochainement. On va pas revenir sur les joueurs, etc. parce qu'on sait que c'est un peu compliqué. Déjà, petite chose, quel pays domine le hockey sur gazon mondial? Est-ce que vous savez ou pas? La Belgique. Il y a plusieurs équipes, il y a l'Argentine, le Canada, l'Inde et la Belgique. La Belgique. Ouais. La Belgique. C'est une bonne réponse, bravo Corentin. Et du coup, je sais pas si ça venait du cœur ou si ça venait juste. Ah, moi je l'ai dit en même temps. On va passer encore sur une question sur hockey sur gazon, mais c'est cette fois-ci des présentateurs. Il y a un présentateur qui a été champion du monde de hockey, champion de France de hockey sur gazon. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Ah bah, Donc Corentin a réalisé un peu le hockey sur gazon. Même pas, tu vois, mais je l'avais vu. Un peu la même question que pour le short track, mais du coup pour le hockey sur gazon. Quelle vitesse peut atteindre une balle de hockey sur gazon du coup? 45 km/h, 80 km/h, 120 km/h ou 160 km/h? 120. Ouais, 120. 160. C'est une bonne réponse pour Corentin. Bravo Corentin. C'est son jeu. C'est du hasard, là. on va rechanger de discipline et là on va aller sur une discipline que vous connaissez normalement un peu plus, le cyclisme. Bien Bien sûr. évidemment. Anne qui connaît bien le cyclisme. Alex, c'est l'expert. Et donc dans quelle équipe cycliste Lieuwi Westra Astana. Ouais, c'est ça, Astana. a-t-il connu ses principaux succès? Ah oui, Ah bah, Astana. ouais. Astana. ouais. Astana. Il est décédé d'ailleurs. Petite question un peu plus drôle sur le football. Comment s'appelle la maison de disques de Joule qui a signé un partenariat avec l'OM? Doré de platine. Voilà. Sur le maillot pour le plus grand bonheur de Mathieu. C'était un peu l'événement du coup du côté de Marseille qui s'est encore imposé en Ligue 1. Et on va finir sur une dernière question en MMA cette fois-ci. Quelle grande star de MMA n'a pas renouvelé son contrat en Francis UFC? Ngannou. Ah, il On a est parlé- il est trop rapide. J'allais le dire. il est trop Bravo, rapide. Corentin. Corentin qui domine encore le jeu. Ah bah, comme toujours, non, je plaisante. Merci à tous les trois. Merci à vous. On va accueillir 3 nouveaux chroniqueurs pour débuter cette deuxième partie. Alors avant tout, on en a un peu parlé. On a parlé du coup juste là du match de Marseille qui s'est imposé. On va revenir merci de passer sous la caméra. On va revenir sur le match d'abord de Rennes avec Louis pour revenir à faire un petit point sur la Ligue 1. Déjà, bonsoir à tous les trois. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et ouais, un petit point sur la Ligue 1 avec Rennes qui s'impose face au PSG, un trio qui était absent la nuit dernière et qui relance un peu la compétition. Du côté de Lens, il s'impose sur la plus petite démarche face à Auxerre. Voilà un résultat qui peut les rassurer après le 2-2 face à Strasbourg. L'OM qui confirme face à Lorient, on les sent intouchables, un collectif qui connaît le jeu, qui connaît la tactique.
le LOSC qui se balade chez eux à 3, donc les Dogs qui déroulent. On peut même plus dire score de tennis, c'est plus que. Ah bah là. Non mais. 5-1. 5-1. Pardon. Je confonds avec Monaco. Fais attention. Et du coup, ils ont déroulé et leur finition, ils l'ont retrouvé. Reims-Nice 0-0, un match assez plaisant, mais pas de but malheureusement. Monaco qui, du coup, a confondu le foot avec le tennis et qui s'impose 7-1 sur le Rocher. Ça fait un peu trop 7-1 par contre. Et qui a un triplé de Ben Yedder en un quart d'heure. Et un doublé de Mbolo aussi. Mbolo, ouais. Et le MHSC qui perd face à Nantes. Et on va en revenir, mais il y a eu des fumigènes qui ont été jetés, peut-être à juste titre, quand on voit la situation actuelle de Montpellier. On peut pas dire ça non plus, on peut pas dire que c'est à juste titre de... Non, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais avec la situation, le fait qu'ils soient pas contents du niveau du club. Je suis d'accord avec eux parce que Montpellier, après il y a des manières quand même de l'exprimer, là c'est peut-être un peu extrême là. Ouais. Je sais pas si on peut le voir en grand écran du coup pour vous, pour peut-être lire ces banderoles, on va peut-être pas le dire non plus parce qu'on partage pas forcément les propos, mais c'est sûr que c'est des mots un peu durs et un peu déplacés quand même. Mais après c'est vrai que c'est des mots durs, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais ils ont un peu raison. Et sinon, non, mais ils ont raison dans. C'est la crise à Montpellier. C'est la crise. Voilà. On va faire vite. Et du coup, pour faire une transition, Strasbourg qui s'impose à Lyon 2-1. Strasbourg qui souffle et qui remporte sa deuxième victoire de la saison. Et Lyon contre, c'est bien plus compliqué pour Lyon. Lyon qui chute. Lyon qui coule ils auraient presque pu mettre les mêmes banderoles à Lyon qu'à Montpellier. C'est sûr. Mais bien sûr, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent. Et on va revenir du coup justement sur la situation à Lyon avec toi Valentin. Ouais, moi j'ai mal à mon Noël. Voilà. Il faisait une ambiance glaciale hier, samedi au match. Donc franchement, on est 9e de Ligue 1 maintenant. Derrière des équipes comme Lorient qui ont fait une très bonne première partie de saison, mais on est derrière quand même Clermont, Lorient. Franchement, on vaut mieux que ça. On est à 10 points de la relégation. Voilà, juste pour vous dire ça, on est à 10 points de la relégation quand on est à 15 points du podium. Donc et on voit aussi les derniers matchs de Lyon très très inconstants. Moi, je veux pas jeter la faute sur l'entraîneur parce qu'il vient d'arriver, mais quand en préparation on perd contre Arsenal, contre Monza, des équipes, même si c'était l'équipe C d'Arsenal, on gagne quand même contre Liverpool. Ça c'est à noter, mais on se fait peur contre Louvain, une équipe quand même assez faible. Puis on fait aussi un match nul contre Sochaux, donc rien de bien rassurant. Puis quand on voit les résultats et tout ce qui s'est passé, c'est désolant. On voit encore, franchement, c'est l'atmosphère en fait qui règne autour de ce groupe. On voit Carlto Kambi qui se fait huer tout le match, avec la pancarte aussi, on l'a vu. Il shoot dans la poubelle, voilà. On a vu cette vidéo-là, un peu ridicule, mais on peut comprendre sa frustration, même si, franchement, ce genre de comportement n'a rien à faire là. Donc Lyon reste sur 3 matchs sans victoire en Ligue 1, 2 défaites, 1 match nul, sans compter du coup la victoire contre Metz en Coupe de France. Contre des équipes largement abordables. Strasbourg, Nantes et Clermont. Et encore contre Metz, on galère. Hein. Oui, c'était très bon. Et Metz, on se fait peur, mais c'est sûr. Metz qui joue à Ligue 2. Hein. C'est quand tu vois l'ambiance sur le terrain et puis l'ambiance aussi tout en haut, malgré de bonnes nouvelles avec le rachat de John Textor qui reprend 80% des parts donc de l'OL, celui qui détient donc le groupe Eagle Football et qui tient aussi Botafogo au Brésil et qui est le copropriétaire de Crystal Palace en Première Ligue. Qu'est-ce qui explique pour toi cette crise à Lyon ? Je pense que c'est une phase de transition avec une très bonne équipe d'il y a 3 ans. On a pratiquement une attaque de feu avec Fekir, Traoré, Mariano Diaz et Depay. Et maintenant, on est obligé de faire une sorte de transition, mais ça passe aussi par Jean-Michel Aulas qui va céder le club d'ici 3 à 5 années. Il faut quand même revenir sur les jeunes à Lyon. On parle de Barcola, on parle de Koumbedi, on parle de Cherki aussi qui est quand même un peu en dedans. Ça va passer par eux parce que même si les mauvais résultats plombent la saison de l'OL, on a quand même des éclaircies avec un très bon Cherki depuis quelques matchs. Laurent Blanc lui fait confiance.
Mais c'est pas- le joueur clé de C'est le joueur de clé, c'est Lyon. sûr, mais c'est pas ce qui va sauver un club aussi grand que l'OL. On a besoin de plus que ça. Gusto est très bon, mais Et on parle d'un. le renfort de Lovren aussi. Peut-être que pour toi, qu'est-ce que t'en penses de ce Je sais renfort? pas, je pense pas que notre club soit un EHPAD. On n'a pas besoin de ça. Honnêtement, franchement, on va chercher Boateng il y a un an pour le faire jouer 6 matchs par an. On va chercher Lacazette qui plante. Shaqiri aussi. Qui a un apport réduit dans le jeu ou qui marque, qui a plus de pénaltys marqués que de passes touchées. Mais donc non, franchement super déçu, mais ça va pas s'améliorer avec les affaires en interne. On a Vincent Ponceau qui dégrade fortement l'image du club et surtout qui a attaqué son ancien entraîneur. Donc ouais, non, c'est un bon bordel qui va pas arranger les affaires de ce club. Ouais, c'est triste pour le football français. On va tenter de rebondir sur quelque chose peut-être d'un peu plus joyeux avec Axel, les bonnes performances quand même des clubs français en Champions Cup ce week-end. Effectivement, alors la Champions Cup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la Ligue des Champions pour le foot, mais pour le rugby. Voilà, alors si je peux vous expliquer un peu, c'est les 8 premières équipes du top 14 mélangées aux 8 premières équipes de la Premiership, donc de la Ligue anglaise. Et aux équipes anglaises, irlandaises, galloises, écossaises et sud-africaines qui se sont rassemblées dans un Rugby Championship United, donc les 8 premières équipes de ce championnat. Et voilà, donc elles s'affrontent pour après accéder aux phases finales, les huitièmes, les quarts, les demi, etc. Alors voilà, on a des bons résultats, mais aussi des mauvais. Je vais commencer par les mauvais parce que ça me fait bien mal de voir Bordeaux-Bègles mettre que 3 points et s'en prendre 32. Voilà, c'était un match cauchemardesque. Par contre, pour les bonnes nouvelles, le Stade Toulousain qui s'impose, le Stade Rochelais qui s'impose aussi 7-3. Tenant du titre. Hein. Exactement, tenant du titre et très gros concurrent avec le Stade Toulousain, tous les deux en tête de la poule B. Donc bon. Du bon à venir pour la suite. Et le gros carton, le gros match, peut-être pas le gros carton, mais en tout cas le gros match de ce week-end, je dirais, c'est le Racing 92 contre les Harlequins. Un match dantesque, absolument énorme. J'espère que vous avez tous regardé la fin du match parce que vraiment ça s'est emballé. 3 cartons jaunes pour le Racing 92 qui finit à 12 contre 15 en seulement 4 minutes. C'est absolument exceptionnel. Ils se prennent un essai dans la foulée à la 75e. Voilà, donc ça fait 27-29. Après le coup d'envoi, réception directe du Racing 92 qui a une pénalité et il la transforme. Donc c'est absolument incroyable. On s'y attendait pas en tout cas. Donc ils arrivent à se maintenir 8e de la poule A. Avec Leicester en tête bien sûr, mais bon, pour moi le Racing va se qualifier, va aller en phase finale et j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que dans cette poule A il y a peu d'équipes françaises comme le Loup, vous voyez, Bordeaux-Bègles et Castres qui sont 10, 11, 12. Donc bon, je pense qu'il faut compter surtout sur le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, même si voilà, il y a le tournoi de destination, ça va peut-être un petit peu endommager certains joueurs, mais je pense que ces deux équipes peuvent aller très loin, surtout le Stade Rochelais, forcément tenant du titre. Donc je les vois bien dans cette compétition. T'as un favori ? Pour moi, mon favori, forcément, je dirais le Stade Toulousain, mais en ayant un avis objectif, je dirais plutôt Leicester. Leicester, c'est très 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 fort. Je les vois vraiment aller en finale. De toute façon, je les vois pas perdre parce qu'ils vont affronter Clermont si ça reste ici de l'autre poule, parce qu'ils affronteront les 8e de l'autre poule, donc Clermont qui sont pas forcément dans une très bonne phase. Donc je les vois carrément débouler jusqu'à la finale et peut-être avoir une petite finale Stade Toulousain-Leicester. Moi, ça me plaît. Serait beau, hein. Ça me plaît. Et pour revenir sur Leicester, ils sont quand même du coup, comme vous voyez, à 15 points grâce au bonus. Ouais, c'est 3 cartons pour Leicester. Un 42-10 contre le Racing 92, un 57-0 contre Gloucester, et ensuite du coup encore un 49-14 contre Gloucester qui prend cher, on peut le dire, contre domination. Leicester. Ouais, domination. Ouais.
Clairement une grosse domination. Bah, à suivre, on vous tient évidemment au courant de la suite de cette compétition. On va continuer, Joris, avec un petit point du coup sport d'hiver. Il s'est passé pas mal de choses aussi ce week-end. Alors ce week-end il s'est passé pas mal de choses. On a eu du coup les épreuves de Wengen avec la descente le samedi et le slalom le dimanche. On a aussi eu le biathlon en Suisse, je crois bien, ou en Allemagne. En Autriche, pardon. On les a tous fait au moins. Et les Norvégiens ont clairement été au-dessus, donc notamment en ski alpin où il n'y aura pas de victoire pour Marco Odermatt ce week-end qui courait lui juste le samedi en descente, qui a terminé à la 2e place en se faisant devancer par cet homme qu'on voit à l'écran, Alexander Kyle. Une vraie performance pour le Norvégien qui se rapproche donc de plus en plus du Suisse dans le classement général. Je ne sais pas si on peut voir le classement général du ski. Ouais, voilà. Donc, alors on les a tous au moins. À gauche, c'est le ski alpin du coup. Ok, bah, c'est pas le bon, mais en gros, voilà, on a Kyle qui est à la seconde place et qui est presque à 300 points d'Odermatt, pardon, sachant qu'une victoire c'est 100 points par week-end, donc il n'est plus très loin. Pour le slalom, c'est un autre Norvégien qui s'est imposé, c'est Henrik Kristoffersen, qui a remporté sa 30e course en Coupe du Monde, devançant donc le Suisse Loïc Meillard qu'on voit à gauche. Et le jeune Lucas Braden qui a seulement 22 ans et du coup déjà en Coupe du Monde. Encore un Norvégien, les Norvégiens dominent vraiment le ski en ce moment, c'est incroyable. Et puis même le biathlon aussi, mais on va y revenir. Le Français aussi, Clément Noël, termine à la 6e place avec la meilleure performance française à Wengen. Et par contre pour les femmes, c'est Tessa Worley qui était en forme, terminant à la 4e place, donc au pied du podium lors du premier Super G de Saint-Anton. Il faut savoir que du coup il y a eu 2 Super G ce week-end. De base il devait y avoir une descente, mais elle a été annulée et transformée en Super G. Et donc c'est l'Italienne Federica Brigone qui a remporté donc l'épreuve devant la Suissesse Johanna Allen et Lara Gut-Berami. Et Lara Gut-Berami qu'on voit à l'écran a remporté elle le lendemain le Super G. Et en remportant ce deuxième, elle fait clairement carton plein, en se rapprochant encore une fois de Michaela Schifrin qui elle ne fait pas ce domaine de Super G et donc qui perd des points. On va quand même revenir du coup au biathlon féminin, à la très belle performance des Françaises dimanche. Ouais, on va passer donc au biathlon avec les Françaises qui ont cartonné lors de la mass start, surtout avec encore une fois une grande Julia Simon qui s'est imposée devant l'Italienne Lisa Vitozzi et Anaïs Chevalier-Boucher qui finit à la 3e position et qui va compléter ce podium. Un bon week-end pour les Françaises au biathlon. Quant aux hommes, ça a été un peu plus compliqué parce qu'encore une fois, lors de cette Masters, cette fois-ci hommes, les Norvégiens ont clairement pris le podium les avec 4 premières places. Les 4 premières places, voilà, avec Johannes Beu qui est encore premier et qui est juste impérial encore une fois cette année. Le Français Émilien Jacquelin les suit donc, est le premier à suivre les Norvégiens, donc en se positionnant à la 5e position pour son grand retour dans cette mass start. Et donc prochain rendez-vous à Antols en Italie pour le sprint dames et le vendredi pour le sprint homme. On va passer tout de suite au basket parce qu'il s'est aussi passé quelques petites choses. On va revenir rapidement quand même parce qu'on est un peu pris par le temps. Pour cette rubrique, qu'est-ce qui s'est passé en basket ce week-end, Axel ? Alors, il y a eu 8 matchs cette nuit avec forcément, vous l'avez peut-être vu, mais les Nuggets qui viennent s'imposer encore avec un Jokic énorme qui plante un triple-double, 17 points, 14 passes décisives et 10 rebonds. Et puis forcément le buzzer du match pour mettre à terre cette équipe des Magic. Et pour le second match, les Portland qui gagnent bien sûr 140 à 123 avec j'ai envie de vous dire un Dame Time avec un 40 points de Lillard, 6 passes décisives et 4 3 points. Julius Randle qui vient totalement atomiser cette équipe des Pistons avant-dernière, donc bon c'est un petit peu compliqué avec 42 points, 15 rebonds, 117 à 104. Et enfin pour les Bulls qui gagnent cette fois contre les Warriors avec un Vucevic énorme, 43 points pour 15 rebonds, 132 à 118. On va rester à l'Est et on va parler des Nets face à OKC qui a perdu 112 à 102. Voilà une petite performance des Nets qui perd avec un petit Kyrie Irving qui a 6 points, 6 rebonds, 15 passes décisives, mais on attend quand même un peu mieux de lui. Pour aller à l'Ouest, à Los Angeles, ça a joué. Les Los Angeles Lakers qui ont joué contre les Sixers. Alors il faut aller voir la fin de match qui est assez cocasse, où Russell Westbrook manque le panier pour gagner le match, mais s'enferme tout seul. Enfin bref. Il le manque, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il n'a même pas tiré.
Les Los Angeles Clippers qui gagnent de 21 points face aux Rockets 121-100 avec un grand Kawhi Leonard. Et les Kings qui gagnent face aux Spurs, mais ça sans grande surprise, avec un Harrison Barnes qui plante 29 points. Pardon. Voilà. Très bien, merci. Juste avant de conclure cette émission, on va juste vous donner le score du coup, parce qu'on est vraiment pris par le temps, de la rencontre Naples-Juventus, voilà, choc en Serie A. On aurait pu s'attendre à un match plus serré que ça, et finalement Naples s'est imposé 5-1. Donc voilà, très gros score pour Naples, qui conforte, si on peut voir peut-être le classement de la Serie A. Voilà, qui conforte sa première place. Voilà, c'est un peu similaire au cas d'Arsenal, je trouve, avec qui est quand même un outsider, enfin qui était un outsider au début de la saison, mais qui enchaîne et qui est vraiment au top cette saison. Impressionnant. Ouais. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Merci à la régie qui a été encore une fois super. Merci aux chroniqueurs d'avoir été avec nous et d'avoir débattu. On se retrouve, du coup il y a un petit changement de programme, on se retrouve normalement mercredi parce que jeudi il y a les grèves nationales. Et oui. Et donc, on vous tient au courant bien sûr sur les réseaux sociaux. Oui. De tout ça et puis passez une bonne soirée et merci de nous avoir écoutés. Merci à tous, bonne soirée. Gros bisous.